Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Mon nom est Sébastien Saint-Pierre. Bien heureux de vous recevoir encore une fois à cette émission de l'agriculture de demain. Aujourd'hui, avec moi, mon co-animateur, M. Simon Bégin, M. Maxime Laplante, M. Guy de Bailleul et notre invité, M. Alain Rioux. Messieurs, bonjour. Bonjour Sébastien. Bonjour M. Rioux. Merci de vous joindre à nous. Alors M. Rioux, vous êtes le coordonnateur principal de la filière biologique du Québec. Alors avant peut-être que de laisser Maxime et Guy échanger avec vous sur ce qu'est la filière biologique, peut-être un petit mot de présentation. Comment est-ce qu'on devient le coordonnateur principal de la filière biologique du Québec? Moi, j'aime bien dire que je suis originaire, c'est ça, d'une ferme agricole dans le Bas-Saint-Laurent où j'ai pu expérimenter différentes productions agricoles, la production laitière, les viandes de boucherie, les fraises, les pommes de terre de semences également, et puis maintenant la ferme familiale est dans les grains de semences. J'ai une formation aussi en agroéconomie, en fait, et je me suis toujours aussi intéressé à l'environnement. J'avais débuté une maîtrise en environnement également à l'Université de Sherbrooke. Donc, oui, ça fait maintenant 18 ans que j'accompagne la destinée de la filière bio là, comme coordonnateur de ces activités. Je l'ai toujours fait dans le sens de dire que je trouvais que le bio était un formidable laboratoire à ciel ouvert pour l'agriculture de demain. Il y a beaucoup de savoir-faire qui ont été développés dans le secteur bio qui peuvent maintenant là, convenir et être transférés de façon importante là, dans les autres entreprises et par le fait même là, faire des gains environnementaux importants. Donc, c'est mon amour, je pense, pour l'environnement, puis la qualité de l'environnement, mais aussi la qualité des aliments là, qui m'a amené à... Je devais passer 3 ans avec la filière bio au départ, mais vous voyez maintenant que ça fait 18 ans que je suis avec eux. Là, pour mon plus grand plaisir, c'est un domaine très intéressant avec des gens qui pensent toujours globalement en fonction des écosystèmes. Donc, c'est un environnement très, très stimulant là, pour... Alors, juste pour vous situer, la filière, vous êtes situé à Lévis, dans le beau comté représenté si longtemps par M. Jean Garon. Alors, je passe la parole à Maxime. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour M. Rioux. Je suis moi-même agronome et producteur biologique, ce qu'ils appellent les grandes cultures, là, quoique je trouve le terme un petit peu pompeux et exagéré. Bon, en tout cas, passons là-dessus. Moi, j'aimerais ça vous entendre d'abord sur quels sont les enjeux biologiques, comment vous voyez ça, quels sont vos objectifs pour la filière. On a vu des soubresauts dans les prix du bio pour les paniers, entre autres. On a la guerre d'Ukraine, on a la COVID qu'on espère passer. Comment vous voyez les enjeux prochainement? Parce que ce serait ma première question. Je pense être mieux placé pour avoir une vue d'ensemble de tout ça. Oui, d'abord, un peu situer globalement, en fait, le rayon d'activité de la filière. Si on résume ça, la filière s'occupe que les entreprises aient le meilleur environnement d'affaires, là, qu'ils puissent bénéficier du meilleur environnement d'affaires pour se développer, en fait. On a un volet réglementaire important. Comme vous savez, là, c'est la pierre d'assise du bio. Donc, c'est tout ce qui est... On sait que le bio est régi par une loi, des règlements et une norme. Donc, la filière prend bien soin de tout le volet réglementaire. On a un volet concertation qui est vraiment toute la mise en œuvre du plan de développement du secteur. Les gens se réunissent à tous les 5 ans. Ils sont à leur le secteur est à son 4e plan de développement actuellement. Donc, on assure avec les partenaires et organisations la mise en œuvre de ce plan-là. Sur le plan du développement, la filière est reconnue plus pour son apport, je dirais, en sondage consommateur, où elle va prendre le pouls des consommateurs là, à différents endroits. On a 5 sondages qui ont été faits dans les 10 dernières années. Puis la filière s'occupe aussi des études de marché, en fait, pour orienter le développement ou, je dirais aussi, les investissements publics et privés là, selon les secteurs. Donc, on a 3 études de marché faites avec AC Nielsen là, pour mieux pour mieux orienter le secteur. Il y a un volet aussi important qui nous a mis, qui fait suite à la politique en fait bioalimentaire du gouvernement du Québec, un volet de valorisation vraiment important. On va avoir investi avec les entreprises en 5 ans, en 4 ans et demi, un 5,4 millions de valorisation en aliments bio du Québec. Donc, c'est Québec Bio, la filière communication de la filière bio qui s'occupe de ce volet-là.
Donc, juste pour vous donner une idée de l'ampleur de ces communications-là, on rejoint 3 millions de personnes uniques atteintes sur le web par année, à une fréquence de peu près 17 messages auprès d'eux pour les amener à se convertir graduellement là, à l'alimentation bio. Fait qu'on leur offre toutes sortes de contenus, du blog, des recettes, tout ce qui peut les faire migrer là, graduellement vers une alimentation bio. On a 650 000 pages vues sur le bio, pages lues sur le bio avec des taux de lecture assez élevés là, qui frôlent le 7 minutes. Donc, c'est ça, je pense que c'est une retombée importante de la politique bioalimentaire qui nous disait d'entreprendre un dialogue là, avec les consommateurs, ce qui a été très bien fait. Je pense qu'on est probablement dans ce type d'activité-là, probablement le secteur bio qui est plus intimement là, en relation quotidiennement avec le consommateur. Puis bien sûr, là, la filière a un volet représentation des intérêts du secteur, mais également un bon lien avec les années, avec le gouvernement du Québec, ce qui permet d'avoir aussi un impact sur le développement des mesures de soutien adaptées au secteur. Donc, ça, je pense que c'est un acquis important là, pour le secteur. Avec les années, si le président de la filière était ici, il dirait, Daniel Dubuc, il aime à dire que son organisation est devenue, avec les années, la police d'assurance des investissements publics et privés dans le secteur bio, par le maintien d'un bon environnement d'affaires. Je serais tenté d'ajouter une question qui me touche personnellement en tant que producteur bio de culture. J'ai un peu l'impression qu'on n'a pas encore au Québec atteint la masse critique de producteurs bio pour être capable de s'approvisionner de façon stable et régulière en intrants. Par exemple, juste pour la question des fumiers ou même des semences. Donc, si je veux avoir des fumiers pour fertiliser mes cultures, ben, la pénurie de fumier actuelle est telle que je dois m'approvisionner soit auprès d'une ferme d'élevage conventionnelle de volailles ou une ferme d'élevage conventionnelle de bovins bouchers ou etc. J'arrive pas beaucoup à... Puis je suis pas tout seul dans ce cas-là, donc j'ai beaucoup de difficultés à aller chercher du fumier pour mes cultures. Et c'est également valable pour les semences. Donc, on a très, très peu de semences vraiment adaptées au bio essentiellement. Je ne veux pas être généraliste, mais il s'agit surtout de semences qui ont été développées pour le conventionnel, donc avec usage d'engrais chimiques, de pesticides, et qu'on essaie d'utiliser dans le bio, mais ça fait pas tout à fait, ça répond pas tout à fait aux besoins. Mais la plupart des producteurs vont aller s'acheter des semences qui sont certifiées, certes, mais pas bio, parce qu'il y a pénurie d'eux. Fait que c'est comme si on avait 50% de producteurs biologiques, on aurait cette masse critique pour être capable de s'approvisionner. Mais là, étant donné qu'on est juste quelques pourcents, on n'est pas beaucoup dans le secteur, mais ça cause certains problèmes d'approvisionnement. Comment vous voyez ça et comment voyez-vous l'avenir dans ce dossier-là? C'est sûr que je pense qu'il faut regarder les changements et la progression, je pense, des 5 dernières années pour bien comprendre où le Québec est rendu. Là. C'est ça, à la suite du rapport Pronovo, il y a eu vraiment quand même des investissements significatifs qui ont été faits dans le secteur. On a eu des mesures pour convertir des superficies en bio, en régie bio, puis des mesures facilitant aussi le transfert d'expertise. Ce qui fait que depuis 2015, on peut être fier de pouvoir dire que le secteur bio a doublé presque ses activités. Donc, si on regarde au niveau du nombre d'entreprises globales, on est passé de 1500 à 3400 entreprises québécoises, là, en tout, dont 2800 entreprises là, de production. Donc, 80% de ces entreprises-là sont en production, 2800 entreprises. Si on regarde les secteurs d'activité rapidement, on a plus de 1000 producteurs acéricoles, donc c'est plus de 35% des entreprises. On a près de 600 entreprises en production de grains et oléagineux, 450 producteurs de légumes, près de 450 producteurs de fruits aussi, de petits fruits notamment, près de 240 producteurs de viande, puis 140 producteurs de lait. Donc, ce qu'on peut dire actuellement aussi côté du poids économique, c'est qu'on est rendu avec 10% des fermes agricoles au Québec, ce qui fait en sorte que notre rapport de force puis notre voix porte beaucoup plus qu'avant là, à ce niveau-là. Si on ajoute aussi le secteur d'activité avec nos transformateurs, on est maintenant rendu à 450 transformateurs qui mettent en marché
11 600 produits. En 2015, on parlait de 5 000 produits bio du Québec et on est rendu à 11 600 produits. Donc, toute cette croissance-là, c'est sûr que ça a amené différentes pressions sur les intrants, sur la façon de garantir la traçabilité de tous les intrants. Actuellement, on travaille pour préserver la traçabilité des semences issues de l'édition génomique. La filière travaille fort pour préserver, être capable de tracer pour que les producteurs puissent savoir qu'est-ce qu'ils plantent dans leur champ et tout ça. Donc, puis ce qu'on a réussi à faire ensemble aussi rapidement, avec le gouvernement, en fait, c'est qu'on a un objectif qui est suivi, je pense, par le bureau du premier ministre, qu'on nous disait de doubler les superficies en bio, en régie bio. Fait qu'on a réussi ça très, très tôt dans le processus. On passait de 50 000 à 100 000 hectares. En fait, on est rendu à 114 000 selon les derniers chiffres qui sont arrivés. Donc, on a une belle progression aussi à ce niveau-là. Donc, comme vous le dites, il y a tous les inconvénients puis la rigueur qui doit être maintenue dans toute la traçabilité des intrants. Avec cette expansion-là puis cette progression-là, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que le bio fait vraiment partie de l'ADN de l'agriculture au Québec. Là. Puis à cause des efforts de tout un chacun, mais surtout avec le coup d'envoi qu'avait donné le rapport de la commission de Poinero, je pense que ça a sensibilisé beaucoup de monde. Puis si on regarde sur le côté environnemental, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? C'est que si on garde 100 000 hectares en bio, puis qu'on y va en disant qu'il y a à peu près 2 kilogrammes de matière active qui sont mis dans les autres types de production, ben c'est 2 tonnes métriques de matière active par année là, qui sont retirées de l'environnement. Donc, c'est quand même des avancées, là, soit en production, mais même du côté environnemental, qui sont vraiment importantes. Moi, je suis d'accord avec le fait que ça a évolué, mais si je regarde 100 000 hectares par rapport aux 2 millions d'hectares, c'est à peu près de l'ordre de 5 %. Lorsque j'étais présent à la politique bioalimentaire au départ, on avait 2 % des surfaces et le ministre annonçait son intention de doubler. Bon, vous êtes d'accord que passer de 2 % à 4 % à peu près, c'est pas de 50 ou 70 %. En tant que producteur, c'est ça, je constate qu'on est très, très peu... on pourra peut-être quand même aussi souligner que Maxime, tu parles des 2 millions d'hectares, il s'agit de l'ensemble des terres qu'on peut utiliser à des fins agricoles, mais la culture biologique comprend surtout des cultures, j'allais dire, et donc peut-être qu'on peut comparer ça par rapport aux 600 ou 800 000 hectares cultivés, donc on aurait un pourcentage un peu plus élevé. C'est vrai qu'il y a des pâturages qui sont utilisés pour la production biologique, mais... Oui, puis aussi le fait que c'est pas la ferme qui est certifiée, c'est le produit. Eh bien, on comptabilise des fermes comme étant fermes biologiques, mais il y a peut-être juste une partie de leur production qui est biologique. Je comprends qu'on peut jouer un petit peu avec les chiffres, mais oui, je salue l'intention, parce que j'en suis moi-même le premier témoin. Faisant partie, oui, tout à fait. Je suis vraiment convaincu, en tout cas. Merci beaucoup. Messieurs, je vais déjà vous arrêter quelques minutes. On arrête le temps d'une courte pause. On se reparle, on continue cette belle discussion-là dans à peu près 1 minute 30. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île, solution nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com.
La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone. Une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. Écoutez-nous tous les jours sur les ondes de Choc 88.7 dans Portneuf et la Mauricie, CL 103 à Rivière-du-Loup, CFYX 93 à Rimouski, Choc 97.5 à La Pocatière, Siki 90.3 à Montmagny, Cool 103.5 en Beauce, 96.7 à Coaticook, 103.7 à Actonville, 101.9 à Chypre et Pontiac, CJVD 100.1 à Vaudreuil-Dorion, 97.1 à Nissiping-Ouest, 98.9 à Sudbury et au 104.1 à Timmins. Alors oui, nous sommes de retour à l'agriculture de demain où aujourd'hui nous recevons M. Alain Rioux, coordonnateur principal de la filière biologique du Québec, afin de faire le point sur l'état des lieux en bio au Québec. M. Rioux, j'ai envie de relancer la discussion. Bon, vous avez expliqué à quel point depuis quelques années le volume de fermes de production a augmenté beaucoup, à quel point aussi la filière a réussi à établir un bon contact avec les consommateurs. Maintenant, on vient de vivre quand même des grands bouleversements. Il y a eu la pandémie, il y a eu peut-être à ce moment-là une effervescence, si on veut, dans le bio avec beaucoup de demandes. Et là, maintenant, on est en pleine inflation avec peut-être un effet contraire. Pouvez-vous nous dire comment ça se passe présentement sur le marché du bio, entre autres avec les paniers bio? Il y a eu beaucoup de développement, mais comment ça se passe présentement, là? Si on situe le marché du bio, dans un premier temps, on est rendu avec un marché mondial du bio qui approche les 160 milliards de dollars en 2020. Donc, le bio est devenu la plus grosse niche de marché, répondant à une norme publique. Le marché américain est évalué à 76 milliards. C'est toujours à peu près 50% du marché de la consommation bio. Puis le marché canadien se situe autour de 7 milliards. Puis le marché du Québec est évalué à 1,2 milliard. Donc, on a une évolution des marchés vraiment je dirais, des 10 dernières années où on avait une croissance de 5 à 10%. L'enjeu, comme vous dites, l'impact de la pandémie puis de l'inflation, ça amène beaucoup de questions. Puis on réunissait justement hier 10 partenaires de l'industrie de différents secteurs pour prendre le pouls des marchés, tout ça. Puis on nous disait hier, pour le marché américain, en fait, pour l'instant, le marché serait assez stable. Par contre, le marché européen serait en baisse significative, notamment là, à cause de tous les inconvénients qui s'accumulent, dont la diminution du pouvoir d'achat liée à tout ce qui est prix de l'énergie et tout ça. Au Canada, on a pu observer, en fait, un ralentissement de la croissance qui a eu un effet déstabilisant, en fait, sur les entreprises bio. Le secteur est habitué, comme je le disais, à une croissance de 5 à 10% par année. Et là, on se retrouve avec des perspectives de croissance qui sont beaucoup moindres. L'exemple des paniers bio est un bon exemple pour bien comprendre les 3 dernières années. En fait, on a eu un début de pandémie en 2020 où il y a eu une forte croissance qui a été due à l'effet de confinement où les gens ont augmenté l'achat de produits pour cuisiner chez soi, appelons ça comme ça. Donc, en 2020, si on se souvient bien, tous les paniers bio étaient vendus et puis il y en a même manqué. Donc, il y a eu des plans d'expansion qui ont été faits auprès des entreprises qui fournissaient ce marché-là. En 2021-2022, on s'est retrouvé avec un décor inflationniste complètement différent. Donc là, on a assisté, d'après les gens du secteur, selon les données qu'on a pu avoir, à un retrait de 15% du nombre de paniers vendus comparativement à 2020. Mais il faut se souvenir que 2020 était une année record à ce moment-là. Selon l'information recueillie hier, en fait, pour 2022-2023, on assisterait à une stabilisation du nombre de paniers vendus
Puis le fait intéressant, c'est que ce nombre-là sera encore plus élevé que le nombre de paniers vendus là, en 2019, soit avant la pandémie. Donc, si en résumé, on regarde les effets de la dernière période, en fait, on a un confinement qui a eu un effet positif sur la vente de paniers. La perte de pouvoir d'achat a eu un effet négatif, mais au bout du compte, il y a eu une légère croissance quand même des paniers là, sur un horizon de 3 ans. Donc, c'est la période qu'on a connue là a vraiment eu un effet déstabilisateur, mais c'est ça, on est en train, je pense, de revenir un peu plus. Les signaux même que les détaillants nous donnent actuellement sont plus encourageants de ce qu'on a eu il y a à peine 6 mois. Là. Durant les 3 derniers mois, on commence à revenir à des volumes de consommateurs en magasin pour du bio qui sont plus réguliers puis qui correspondent plus à la période avant pandémie. Mais c'est une période difficile, c'est sûr. Alors, vous venez d'évoquer effectivement les soubresauts du côté des paniers bio. Est-ce qu'on pourrait dire que du côté des ventes en magasin, les secousses ont été moins fortes? C'est-à-dire qu'il y a eu, bien sûr, la baisse de fréquentation des magasins pendant la pandémie, contrebalancée par les paniers bio, mais d'une manière générale, est-ce qu'il y a un certain maintien, une certaine stabilisation du côté de la vente en magasin? Comme vous le savez, les consommateurs ont revu leurs priorités, puis ont magasiné beaucoup plus, puis ont été voir beaucoup du côté des magasins escomptes. Il y a eu tout un mouvement là, qui a été fait en 2021 pour avoir un déplacement des consommateurs, même à haut niveau de revenus pour les magasins escomptes. Et là, les producteurs qui n'étaient pas présents dans ces magasins-là ont subi des baisses de consommation de leurs produits. Par contre, il y a tout un effet de qualité de produit, de goût qui rentre en compte au fur et à mesure que les gens ont essayé le type de produit qui était peut-être un moins cher, mais en même temps peut-être moins attrayant au niveau de la texture et au niveau de ce qui pouvait être fait à partir de ces produits-là. Donc, là, probablement qu'on va assister à un retour un peu plus à la normale, mais c'est clair qu'il y a eu pour un temps, étant donné que on nous a dit, en fait, les détaillants nous ont dit que les produits de base comme la farine, le lait, les produits laitiers, tout ce qui était produit vraiment de base, je dirais, on assiste encore à une certaine croissance là, de l'ordre de 1 à 2 % on assiste à ça. Par contre, tous les produits de luxe bio, on peut prendre l'exemple des biscuits bio ou des choses comme ça, des biscuits haut de gamme bio, ça a connu vraiment une décroissance importante. Donc, tous les produits de luxe. Ce qui fait que les détaillants qui ont maintenu beaucoup de ces produits-là en tablette, eux ont eu des problèmes de rentabilité. Ceux qui sont concentrés sur les produits de base, eux autres ont connu plus de succès. Là. Les détaillants ont connu plus de succès au niveau des ventes. C'est ce qu'on peut dire jusqu'à maintenant. Là, on suit ça de près. En fait, on ne peut que suivre ça de près pour essayer d'avoir des données qui sont les plus à jour possible. On sonde aussi nos consommateurs. On va sonder nos consommateurs de façon plus fréquente pour voir, parce que c'est des mouvements assez rapides. Donc, on n'est pas habitué de voir. C'est des mouvements assez rapides, mais on pense que à terme, les gens vont un peu retomber dans leur chaise, puis après avoir vécu l'aventure de d'autres types de produits, vont reconsidérer à nouveau les produits avec des vertus et des valeurs environnementales là, encore dans leur alimentation. Je lisais dans votre plan de développement qu'en quelques années, le nombre de produits bio était passé de 4 000 à 10 000, et tout à l'heure, vous avez même mentionné plus de 11 000. J'avoue que j'en suis presque tombé de ma chaise parce que je me dis, mais comment on peut... je fréquente assez régulièrement un magasin comme Rachel Berry et je me dis, mais ça doit dépasser même la quantité de produits qui sont présentés dans un magasin comme celui-là qui est pourtant spécialisé. Est-ce que cette évolution concerne surtout des produits qui étaient de plus en plus transformés plutôt que des produits directement cultivés? Il y a les deux, en fait. Il y a un peu les produits de base qui restent dans les fruits et légumes, notamment, qui restent des produits là qui sont vraiment courus par les consommateurs. Au niveau
Votre question était plus... Mais est-ce que ce développement en termes de quantité de produits biologiques offerts portait plus sur la transformation? En fait, on a 450 transformateurs qui mettent en marché ces 11 600 produits-là. Et on reste surpris quand on fait le décompte des exemples. Je vais prendre l'exemple de IGA maintenant qui a plus de 1500 produits bio dans son magasin comme tel. Métro en annonce 2000, puis L'Eau-Blanc en annonce 3000 produits bio en magasin. Donc, on a déjà ces grands marchés-là qui le font. Ensuite, il y a beaucoup de ventes de produits, comme vous le savez, avec les réseaux courts de distribution qui sont inclus là-dedans. Ce qui fait que l'évolution est difficile à suivre parce qu'on a ces différents, puis vous avez raison de souligner toutes les bannières aussi. Le Québec a 3 bannières, en fait, avec Rochelle Berry, Avril et Tout, où ils sont rendus qui ont chacun près de 10 magasins là, spécialisés en bio. Donc, on a une offre qui rentre dans différents canaux de distribution qui sont tantôt plus de supermarchés, tantôt plus de boutiques spécialisées et tantôt là en réseau court de distribution. Mais ça fait que le bio est un secteur intéressant parce que il occupe le territoire, il y a des magasins dans une région X qui vendent du bio aussi. On a plus de 2000 détaillants indépendants là, qui arrivent, puis c'est un fait remarquable, mais qui mettent du bio aussi en marché. Donc, au Québec, on a tous vraiment des réseaux de distribution qui sont quand même assez développés puis qui permettent à ces 11 600 produits-là, à tous ceux qui s'en vont pas non plus à l'exportation, parce qu'il y en a une bonne partie qui eux, s'en vont à l'exportation, là, en grande partie, comme le sirop d'érable, les bleuets, puis les canneberges. On avait souligné il y a quelques années que la consommation des produits biologiques semblait évoluer plus vite que la production elle-même, ce qui fait que le Québec était relativement dépendant des importations pour ces produits biologiques. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que le taux d'approvisionnement, le taux fourniture a tendance à augmenter malgré tout? Oui, on était, en fait, le Québec assumait vraiment un retard là, important au niveau de la consommation au début des années 2000. C'est ça, on était à 1,2% de la consommation. Donc, et là, aujourd'hui, on est à 2,7% de la consommation d'aliments bio au Québec. On se compare au Canada. Le Canada est à 3,3% de sa consommation. Donc, on est encore un peu plus bas. Mais de 2017 à 2020, on a fait un rattrapage important. La dernière étude d'A.C. Nielsen le soulignait. On était la province où la consommation s'était le plus développée en aliments bio. C'était développé le plus rapidement. Donc, je pense que les efforts conjoints là, avec Québec Bio puis les entreprises ont été... ont porté fruit jusqu'à un certain point là, dans cette croissance-là. Parce que juste avant la pandémie, il faut dire qu'on était vraiment à un sommet là, qu'on n'avait jamais atteint de consommation là, au niveau des aliments bio. Puis on espère que ces temps-là vont revenir, en fait. Et si on voit du côté des producteurs, évidemment, pour se lancer dans le biologique, il n'y a pas simplement la perspective des prix qui sont offerts, il y a aussi éventuellement les mesures de soutien, des programmes de soutien. Votre plan de développement mentionnait que, notamment du côté de la période délicate qui est celle de la conversion où le producteur ne peut pas encore bénéficier des prix du biologique, mais est déjà confronté au coût de production du bio. Et c'est donc, et il y avait eu un soutien, mais qui devait s'arrêter en 2021. Où est-ce qu'on en est maintenant de ce côté-là? Éviter M. Rioux pour avoir la réponse, parce que le temps file et c'est déjà terminé pour ce qui est de ce premier entretien. M. Rioux, notez ça dans votre agenda que l'Institut Jean Garon va certainement revenir à la charge auprès de vous pour continuer à en savoir davantage sur comment se porte le Bio-Québec, parce que je pense que c'est une filière très importante. Si on pense aux enjeux de santé, la croissance exponentielle des coûts de santé, peut-être que du côté de l'alimentation saine, l'alimentation bio, il y a des pistes à explorer, à améliorer pour peut-être
mettre plus d'argent dans le bio, dans l'alimentation saine et moins en santé. Alors, c'est un prochain rendez-vous qu'on se fixe et on vous remercie énormément d'avoir participé à notre émission ce matin. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir de pouvoir parler d'avenir parce que c'est peut-être, comme vous le dites, c'est peut-être là qu'il faut peut-être ouvrir encore davantage les yeux des gens là, sur ce que le milieu, le bio met sur la table pour l'avenir là, de l'agriculture, puis l'agriculture de demain, comme vous, ça me fait toujours penser à